رحنا هنا جميع le master 2 VOA et master 2 géotechnique. Justement, je me suis arrêté pour les deux au chapitre 2. On n'avait pas terminé, il restait quelques diapos. Donc les diapos, donc on va les refaire chapitre 3. Mais vous avez jusqu'à maintenant les 3 chapitres qui sont transmis à travers la plateforme Teams. Donc j'espère que vous les avez téléchargés tous. Je vous ai aussi envoyé un exposé à faire, parce que l'examen comme il est en distanciel, il n'est pas en présentiel. Et donc, je voulais éviter des incidents, là, des aléas qui risquaient de pénaliser l'étudiant, c'est-à-dire faire un examen une journée, il y a des gens qui ne peuvent pas se connecter, mais et ainsi de suite. Donc, j'ai préféré donner un exposé. Vie professionnelle, c'est très important pour démarrer l'étude d'un pan. Qu'est-ce qu'il faut comme données? Donc, un exposé où vous devez commenter, expliquer exactement les différentes données, chaque donnée à quoi elle nous sert, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette donnée, ainsi de suite. Je vais en parler un petit peu lors de ce chapitre, Inch'Allah. Ceci dit, je répète aussi pour les M2 VOA, et je vous demande, s'il vous plaît, de transmettre au délégué le binôme pour le PFE. Je voudrais avoir une liste d'ici la semaine prochaine, les binômes pour que je puisse commencer la répartition, ou là, au moins préparer la répartition. Mais depuis la répartition des PFE, j'ai presque tous les sujets maintenant. Il me reste un ou les deux pour atteindre le minimum. Et donc, je voudrais que le binôme soit déjà fait pour qu'on puisse faire l'affectation des sujets pour chaque binôme. À chaque fois, vous commencez à collecter les données, la partie bibliographique. Une fois qu'il y a le semestre, tu peux direct معاه, ما نعملوش du retard. D'accord? Tous mes étudiants font la soutenance, Inch'Allah, pour la première session. ماشي كما العام اللي فات, on a eu beaucoup de problèmes. مازال un des étudiants qui n'ont pas encore finalisé le PFE تاعهم. Donc خصنا هذا العام, Inch'Allah, on ne tombe pas dans le même problème. Est-ce que c'est compris? Ce que je viens de dire maintenant, راكم تسمعوني مليح. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Le chapitre est partagé avec toujours. Oui, La réglementation technique est très bien. رمضاني من بعد كي نكمل لو كور فكرني نهضر معاك. D'accord? C'est bon, monsieur. D'accord. Donc aujourd'hui, nous allons voir un chapitre fort intéressant, c'est la réglementation technique des pans. J'ai dit la dernière fois que pour les ouvrages d'art, les pans représentent vraiment l'ouvrage, je dirais presque le plus important, les ouvrages d'art, du moins chez nous, parce qu'un étudiant ou un ingénieur VOA va travailler, je suppose, presque, je vais dire 70% les ouvrages d'art, les pans. Donc, il faut qu'il sache, c'est pour cela que j'ai fait chapitre 2, un cours spécial, un chapitre spécial pour les pans. Donc, on a vu les différents types de pans, la classification des pans, ainsi de suite. Donc, on est au courant qu'il y a énormément de classifications de pans. Je peux vous en citer des vingtaines. Aujourd'hui, nous allons parler aussi d'une chose assez importante, c'est la réglementation technique des pans. Qui est un ingénieur. Bien sûr, rien ne se fait au hasard, tout se fait par la réglementation. Je dis bien, tout se fait par la réglementation. Et le calcul, et le dimensionnement, et la conception, et la réalisation, et l'entretien, et la maintenance. Tout est réglementé. Rien ne se fait comme ça d'être rasque. Tout est réglementé, il faut bien choisir la réglementation. Donc, je vais commencer par dire que pour les travaux relevant d'une maîtrise d'ouvrage d'État, le cahier des clauses techniques générales, le CCT, anciennement on appelait ça le CCT, anciennement. Maintenant on appelle ça le CCTG. Le cahier des clauses techniques générales regroupe l'ensemble des textes réglementaires, c'est-à-dire
C'est-à-dire que les travaux qu'un maître d'ouvrage, quand je parle d'une maîtrise d'ouvrage, je parle d'un maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, vous le savez, vous le connaissez. On l'a déjà spécifié dans le cours précédent. Un maître d'ouvrage, un maître d'œuvre, un entrepreneur, tout ça. Donc, un maître d'ouvrage d'État, c'est-à-dire un marché public, le cahier des clauses techniques générales, qu'on appelle en abréviation le CCTG. C'est lui qui va regrouper l'ensemble des textes réglementaires. N'importe quel ouvrage d'ingénieur fait le contrat, qu'il y a une partie qui s'appelle le CCTG, fait à peu près l'ensemble des textes réglementaires. Donc ce document qui va fixer les dispositions techniques applicables à toutes les prestations d'une même nature dans le cadre d'un marché public, marché privé, public. Donc, je répète, c'est un document qui fixe toutes les dispositions techniques applicables à toutes les prestations d'une même nature. Donc, là, je suis en train de parler d'une façon générale. N'importe quel document ou n'importe quelle discipline, je vais parler de la mécanique ou de l'électronique, ou un cahier de clauses techniques générales. D'accord? Donc, c'est un terme qui va coller à toutes les disciplines. Maintenant, on s'intéresse au génie civil ou là, aux travaux publics. On va trouver un document qui s'appelle le cahier de clauses techniques générales, le CCTG. Il va fixer justement toutes les dispositions techniques applicables à des prestations. Par exemple, une prestation géotechnique ou là, une prestation de forage ou là, une prestation de coulage, ainsi de suite. Donc, ce document, il est divisé en fascicules. Qu'est-ce que ça veut dire un fascicule? Ça veut dire un autre document. Un autre document, un sous-document si vous voulez. D'accord? Un fascicule, c'est un document réglementé. Donc, ce grand document, il est divisé en fascicules, chacun applicable à une prestation particulière. Justement. Il va, dans le génie civil, il va, si nous travaillons en béton armé, nous avons un fascicule spécialement pour le béton armé. Si nous travaillons, par exemple, en construction métallique, nous avons un autre fascicule spécialement en construction métallique. Si nous travaillons sur un projet routier, nous avons un fascicule spécialement pour les charges routières. Si nous travaillons dans le ferroviaire, nous avons un autre fascicule spécifique aux charges ferroviaires, et ainsi de suite. Donc, j'espère que je me suis fait bien comprendre. Nous avons un document qui s'appelle le CCTG, il est général. Il est divisé en fascicules qui sont numérotés. Chaque fascicule, il est numéroté, en une référence. Chacun, il est applicable à une prestation particulière. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, concernant les pans, parce que je suis en train de parler au ouvrage d'art, je suis en train de parler au master géotechnique. Et j'ai dit que vont intervenir aussi, la plupart de leurs interventions géotechniques, comme ingénieurs géotechniques, vont intervenir sur des pans. Je travaille avec beaucoup de géotechniciens du laboratoire. Leur intervention se fait les routes ou les ponts, beaucoup plus les ponts, parce qu'on réalise énormément de ponts, que ce soit les petits ponts ou là, les grands ponts ou là, les ponts, la classification à la Malco. D'accord? Donc, la réglementation qui va nous concerner, techniquement, bien sûr, il y a trois types qui nous intéressent. Les trois types, comme tu as vu. Le premier, c'est la réglementation des charges sur le pont. Quel type de charge nous allons appliquer sur les ponts et quel type de règlement nous allons utiliser. Il y a un autre règlement, c'est le règlement technique de calcul. Qu'est-ce qu'on va calculer? Est-ce qu'on va calculer le béton armé? Est-ce qu'on va calculer le béton précontraint? Est-ce qu'on va calculer l'acier, quelque chose de métallique? D'accord? Quelle méthode de calcul on va utiliser, ainsi de suite. La troisième, qui est aussi importante, c'est la technique d'exécution. C'est-à-dire, c'est sur chantier, c'est la réalisation. Comment on va choisir la meilleure technique de la réalisation d'un mur de soutènement, par exemple? Quelle est la meilleure technique? Est-ce qu'on va faire par un béton armé? Est-ce qu'on va faire un gabionnage? Est-ce qu'on va faire avec des tirants d'ancrage? Est-ce que la fondation est sur pieux? Est-ce que la fondation, quel type de coffrage? La technique d'exécution de cet ouvrage d'art. Dans n'importe quelle... la poutre kif. Est-ce que c'est une poutre? La technique c'est la précontrainte. Est-ce qu'on va tirer les câbles post-tension, pré-tension, type de coffrage, ainsi de suite. Comment elle va être réalisée
quelle est la technique choisie sur chantier. Donc, on va voir justement ces 3 points essentiels dans la réglementation technique des ponts. Premièrement, la réglementation des charges sur les ponts. Donc, on a le premier point, les règlements de charge sur les ponts, c'est-à-dire comment je vais charger mon pont. S'il vous plaît, je veux un feedback. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon, je peux continuer? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Merci beaucoup. Merci. À chaque fois, je dois demander parce que des fois, le micro, il se désactive et je ne comprends pas. Donc, des fois, j'aimerais bien de temps en temps que quelqu'un me réponde. Donc, ces règlements font encore partie de l'ancienne génération et sont regroupés dans le fascicule 61, titre 1, titre 2 et titre 3 du cahier des prescriptions communes. C'est l'ancien CCTG, parce que c'est ancien. Le document, je l'ai ici, sur mon bureau. D'habitude, les étudiants nous relèvent le document. Bon, mais ça ne sert à rien. C'est un document qui est, je dis tout à l'heure, le CCTG est composé de fascicules. Chaque fascicule est référencié. Hada le fascicule qui est spécifique aux charges sur les ponts, il s'appelle fascicule 61, qui a un titre 1 ou qui a un titre 2 ou qui a un titre 3. Ça veut dire que nous avons 3 documents. Fascicule 61, titre 1 Bahdo, ou titre 2 Bahdo, ou titre 3 Bahdo. On a l'air ici au bureau, c'est le fascicule 61, titre 2. Qu'est-ce bien fait? Conception, calcul et épreuve des ouvrages d'art. C'est un document français. Nous travaillons avec la documentation française. Documentation française. L'Algérie après l'indépendance, la plupart de ces drogues, un petit peu, nous notre propre documentation. Comme maintenant, par exemple, la réglementation sismique, les Algériens, les chercheurs, les hommes de terrain ont justement élaboré des documents concernant toute la partie dynamique de calcul des ponts ou des bâtiments. D'accord? Donc, mais avant, on travaillait avec une documentation française. Donc, la réglementation des charges sur le pont, il faut comprendre une chose, tout le monde travaille avec ce fascicule 61, titre 1, titre 2, titre 3. Donc, nous allons voir titre 1, c'est quoi, titre 2 et titre 3. Donc, le titre 1, c'est les ponts ferroviaires. Aujourd'hui abrogés et remplacés, c'est-à-dire annulés par des recommandations internationales UIC. Donc, là, les ingénieurs, les masters VOA, comprennent très bien ce que je suis en train de dire parce que nous faisons ensemble un module de chemin de fer et je vous parle de la réglementation UIC. UIC, c'est l'Union internationale des chemins de fer. C'est elle qui a élaboré une réglementation. Donc, le titre 2, il a été abrogé. On ne travaille plus avec le titre 2. Ça veut dire que le fascicule 61, Pranari, titre 1, titre 3. Titre 2, je m'excuse, que titre 2 et titre 3. Titre 1, il a été abrogé et on l'a remplacé par la réglementation UIC, maintenant, le module de chemin de fer. Le titre 2, il concerne spécifiquement les ponts routes. Les ponts routes, nous l'avons déjà spécifié. Chapitre 2, les ponts routes, c'est les ponts, une route. D'accord? Donc, la réglementation, c'est fascicule 61, titre 2, qui va nous donner, je vais en parler tout à l'heure, qui va nous donner tous les types de charges. Donc, le fascicule titre 2, il définit les charges routières normales, le système A, le système B. À la belle comme B, vous avez, je ne sais pas, les VOA, peut-être pas les géotechniciens, vous avez fait un module de pont. Donc, les charges routières normales, système A, système B. Les charges routières à caractère particulier, comme le MC120 ou le M80, c'est des charges militaires, c'est des convois exceptionnels. Quand les charges de trottoir et les pistes cyclables, quand les charges de remblai, quand les charges dues au vent, les charges dues au séisme, et quand les efforts dus au choc de bateau sur une pile de fait. Dans le cas où nous avons une rivière importante et nous avons peut-être des bateaux qui risquent de percuter une pile. Donc, nous avons quelques efforts dus au choc de bateau. Le dernier effort. D'accord? Donc, mais
le fascicule 61, titre 2, concernant les projets routiers, les charges normales A ou le B, ou MC 120, ou le trottoir, ou le remblai, énormément. D'ailleurs, nous avons le deuxième règlement, c'est le règlement de calcul. Donc, dans le règlement de calcul, nous avons plusieurs réglementations. Jusqu'à maintenant. Donc, cette réglementation, actuellement, elle est basée sur la justification des ouvrages, justement, aux états limites. Nous avons, par exemple, les ouvrages en béton armé, calculés et justifiés sur la base du règlement BAEL. BAEL, c'est béton armé à l'état limite. Nous avons les pans en béton précontraint, aussi calculés et justifiés sur la base du règlement du BPEL, béton précontraint à l'état limite. Si nous avons un pan métallique, ça relève d'un règlement qui a été réalisé en 72 sur la base des états limites. Si nous avons des pans mixtes, mixte ça veut dire béton-acier, nous avons les tabliers à poutres métalliques, sous-chaussée et dalles couverture en béton armé, c'est-à-dire que les poutres sont métalliques, la dalle elle est en béton armé. Ils sont calculés et justifiés selon un règlement qui se réfère au règlement de construction métallique précédent, un règlement spécial. Par exemple, c'est des exemples, hein, il y en a énormément. Si je vais calculer les fondations, qu'il y a un règlement fort important, c'est le règlement pilote FOND 72 du CETRA. Le CETRA, je suppose que tout le monde le connaît, c'est un bureau d'études français, c'est un bureau d'études techniques des routes et autoroutes. Bureau d'études techniques, ou les services études techniques des routes et autoroutes français. Il élabore énormément, vous pouvez taper Google CETRA, il va vous donner énormément de réglementations. Pour ça, il faut être abonné pour pouvoir accéder à toutes la documentation. Donc, FOND 72, c'est un document très intéressant. Il est énorme, il est rouge, fait plusieurs fascicules. Pour n'importe quel type de calcul de fondation, vous avez la méthode de calcul, vous avez de quoi vous avez besoin et tout. Ce document, parce qu'il existe dans la bibliothèque de l'entreprise Seror. Il existe jusqu'à maintenant. Donc les gens qui veulent faire un stage ou là peuvent le consulter, la bibliothèque, ainsi de suite. Il est fort intéressant. La troisième réglementation qui est aussi très importante. Donc les deux premières, elles vont peut-être beaucoup plus servir pour les gens qui vont travailler dans des bureaux d'études. Ils vont se consacrer à la conception et à l'étude des ouvrages d'art. La troisième, c'est la réglementation technique d'exécution. Elle est plus que nécessaire pour les gens qui vont travailler sur le chantier, sur site. Ils vont commencer à réaliser des ouvrages. Donc, Hadi, elle concerne principalement la qualité des matériaux et l'exécution des ouvrages. Bon, là, je pouvais faire aussi la partie géotechnique. Parce que, géotechnique, puisque nous avons avec nous nos camarades de géotechnique, j'espère qu'ils sont nombreux, mais elle m'a contrôlé, je vais contrôler tout de suite, 1 minute. Donc nous avons Belharran, vous êtes là, Boussif Ilyas, oui. Abdelhadi Mustafa, il est là. Non, Belqasem Mohamed, vous êtes là. Belqasem Mohamed. Ben Sherif Ibtissam. Oui, monsieur. Très bien. Ben Sharirat Ilham. Absent. Ben Daoudi Latifa. Absent. Boussif Ilyas. Oui, monsieur. Très bien. René Mohamed, notre délégué. معليش بحر راخد. حجيلة عبد الرحيم. Oui, monsieur. حجيلة, vous êtes là? Oui, très monsieur. bien. Très bien. مقداد Sarah. Oui, monsieur. Très bien. Et Miloud Abid. Absent.
1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 présents sur 11. Je continue mon cours. Donc, j'étais en train de dire que la réglementation technique d'exécution, elle est très importante parce qu'elle va concerner maintenant la partie réalisation. Parce que l'ingénieur, il peut être soit dans un bureau d'études, soit sur terrain. Bureau d'études, il faut faire la conception et le calcul. Donc, ça le concerne beaucoup plus que les techniques. La technique d'exécution, elle concerne aussi l'ingénieur qui fait l'étude parce qu'il a besoin de savoir comment elle va être réalisée, cette partie ou cet ouvrage, pour qu'il puisse travailler en conformité entre l'étude et la réalisation. D'accord? Je peux vous donner plusieurs exemples ici. S'il est en train de réaliser un ouvrage d'art, un pont, est-ce qu'il va faire des poutres de 20 mètres ou là des poutres de 33 mètres? Les poutres de 20 mètres, c'est des poutres en béton armé. Les poutres de 33 mètres, il a la possibilité pour les deux. Bon, c'est sûr qu'il y a une étude technico-économique, mais ça, il va voir sur terrain. Est-ce que les poutres de 33 mètres, est-ce que nous avons une aire de stockage, une aire de préfabrication, c'est-à-dire que les extrémités, les déculés à droite et à gauche, est-ce que nous avons beaucoup d'espace pour pouvoir réaliser ces poutres en précontrainte de 33 mètres? C'est très important, il nous faut de l'espace. S'il n'y a pas de l'espace, ce n'est pas la peine qu'il va réaliser cette technique. Donc vous voyez, donc l'ingénieur, il doit savoir aussi les règlements techniques d'exécution. J'ai dit qu'ici, ça concernait la qualité des matériaux. Donc, il y a énormément de réglementation, le point, ou l'exécution des ouvrages. Ok, la partie géotechnique, tu trouves peut-être la qualité des matériaux, tu trouves l'exécution des différentes investigations. Les géotechniques, les laboratoires peuvent nous ramener une réglementation extraordinaire dans les laboratoires concernant toutes les opérations ou toutes les investigations géotechniques. Chaque investigation a une fiche technique, comment la réaliser. Rien ne se fait au hasard, j'ai dit. Domaine de génie civil, rien ne se fait au hasard. Tout est réglementé. Mais quand sans réglementation. Cool chien avec réglementation. Donc les textes d'usage en matière de pont sont plusieurs. Par exemple, un fascicule relatif à la fourniture d'acier. Je me rappelle un jour, j'étais en train de travailler un ouvrage avec des partenaires étrangers. Nous avons un contrôleur étranger. Eh bien, on l'a canigé, le contrôler fait le chantier. On n'a jamais, moi j'ai fait plus de 25 ans de chantier. Jamais j'ai un واحد في الكنترول وخليه يعطيني la fiche technique تاع l'acier. ما يراك تشري l'acier. Eh bien, avec des étrangers, j'ai sur chantier et c'était bizarre pour nous. On nous a demandé quel type d'acier vous utilisez. On a le chantier. Monsieur, est-ce que vous avez une fiche technique de ce type d'acier? Est-ce que comme attendez la fiche technique où il fait des échantillons, il y a un laboratoire, il va faire des essais pour voir si c'est vraiment ce type d'acier qui est conforme à cette fiche technique, ainsi de suite. Donc, il y a un fascicule relatif à la fourniture d'acier. Il y a des règlements de contrôle de qualité de béton, à déterminer comme le module des béton, matériaux. Des fascicules relatifs à l'exécution des ouvrages de construction béton armé ou là en béton précontraint ou là en béton ou là en métallique, ainsi de suite. Donc, vous avez par exemple des documents comme ça. J'ai pris au hasard le cahier des clauses techniques générales. C'est le fascicule 65A, c'est l'exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou là en béton précontraint. Et là, vous avez énormément de choses à l'intérieur. Maintenant, on reste toujours dans le troisième, c'est-à-dire, je reste ici dans la réglementation technique d'exécution. Et là, j'ai voulu intégrer justement quelles sont les principales techniques de construction des ponts. Nous allons voir dans la fondation, dans les appuis et dans le tablier, dans les équipements. Parce qu'un ouvrage d'art ou un pont se compose d'abord des fondations. Les fondations, les appuis, les piles et les culées. On va poser le tablier, c'est-à-dire les poutres plus notre dalle. On va mettre l'équipement, le trottoir, les corniches, le garde-corps, les gargouilles d'évacuation des eaux de pluie, et ainsi de suite. Il y en a énormément. Je lui ai réservé le 4e chapitre, c'est-à-dire que l'équipement est réservé pour le dernier et
quatrième chapitre. C'est bon? Est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Non, monsieur. Donc, C'est bon, si je vais parler... Oui, c'est bon? C'est bon. Très bien. Si je vais parler des fondations, je vais commencer par les fondations. Exécution des fondations. Donc, l'exécution des fondations, des fois, elle est très, très simple quand vous êtes sur terrain, parce que ce que je suis en train de parler, vous n'allez lui donner de l'importance que quand vous serez sur terrain et vous aurez des problèmes et vous allez dire finalement, M. Hamzaoui, il avait raison. Je vais consulter son cours peut-être, ou là je vais me rappeler, ou là je vais chercher à peu près l'exécution des fondations, comment ça va se faire. J'ai dit que l'exécution des fondations, en principe, c'est simple, mais des fois, nous avons des aléas et ça peut devenir vraiment embêtant de réaliser cette fondation. Donc, l'exécution des fondations démarre par le piquetage général qui consiste à reporter sur notre terrain la position de cet ouvrage défini par le plan d'implantation. Bien sûr, au moyen de petits piquets dont les têtes sont raccordées en plan et en altitude à des repères fixes. Tout simplement, c'est la topographie. C'est-à-dire que avant chaque réalisation de fondation, on est obligé de passer d'abord avec l'équipe topographique, ce qu'on appelle la brigade topographique. L'ingénieur doit d'abord travailler sur bureau d'études, dans son bureau. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire l'implantation des points de sa fondation. Donc, si c'est une fondation, je vais dire superficielle, rectangulaire par exemple, je vais dire 4 mètres fait 12 mètres. 4 mètres fait 12 mètres, ou 1 mètre 50, par exemple. D'accord? Imaginez une semelle, 4 mètres, fait 12 mètres, fait 1 mètre 50. Donc, il me faut les 4 coins A, B, C, D, les 4 coins de ma fondation. Ils me le font en plan et il me le faut en altitude. En plan XY, XY de A, XY de B, XY de C, XY de D. Ça, il me le faut en altitude, c'est-à-dire il me faut le Z, c'est le A, le Z, le ou le Z زوج, le B, Z, le ou le Z زوج, le C, le D. Est-ce que vous m'avez compris ce que je suis en train de dire? Oui, monsieur. Tout le monde, s'il vous plaît, tout le monde, c'est important. Oui, monsieur. Très bien. Hna Bekri, ça fait longtemps, je me rappelle, ça fait 20 ans, vraiment, on souffrait pour faire l'implantation des fondations. Voilà, une fondation, une journée pour déterminer les 4 points. Le X, Y et Z des 4 points. Aujourd'hui, avec l'évolution technologique et les logiciels, par exemple AutoCAD ou la TopoCAD, nous avons en un seul clic, nous pouvons déterminer les X, Y, Z de chaque point. En un seul clic. Ça veut dire qu'elle va se faire en 2-3 minutes. D'accord. Maintenant, si nous avons dans cette fondation, nous avons des pieux. Nous avons 3 pieux. Imaginez cette fondation. Donc, nous allons commencer d'abord par l'exécution des pieux. Chaque pieu, on va faire notre fondation. Donc, il faut implanter le centre de chaque pieu. Il faut commencer par implanter le centre de chaque pieu, donner le X, Y, Z de chaque centre de pieu. La foreuse pour qu'elle puisse forer ce pieu, par exemple. D'accord? Donc, l'exécution des fondations, elle va démarrer d'abord par le piquetage général qui consiste à reporter sur le terrain la position de notre ouvrage. Donc là, j'ai introduit des photos pour que vous puissiez comprendre pour les gens qui ont peut-être des difficultés. Donc à gauche, nous avons un topographe qui est en train de placer son trépied de théodolite pour commencer son lever. Donc il place son trépied correctement, il nive les rails avec les bulles les théodolite pour qu'il soit vraiment au niveau. Il place son théodolite, il va trouver les points, les 3 points théo, il commence à commencer
son levé topographique, c'est-à-dire son implantation. Une fois qu'il a fait les 4 points de la fondation, comme l'exemple de Taha, nous passons à la photo de droite et là nous avons une pelle qui commence à ouvrir cette fondation, tout simplement. Donc je reste dans l'exécution de cette fondation, on a un petit peu compliqué. Donc l'exécution de ces fondations doit faire l'objet d'une surveillance attentive de la part de l'ingénieur, bien sûr, parce que les autres sont tous des exécutants. C'est toi qui vas donner les instructions en tant que chef de projet, en tant que manager. C'est toi le responsable. Les autres sont des exécutants. Donc, l'exécution de ces fondations doit faire l'objet d'une surveillance attentive parce que c'est le premier ouvrage c'est la première partie de notre ouvrage qui va être faite. Donc, si elle est mal faite, rien n'est bon. Et cela, on a des cas où, pour la réalisation d'un ouvrage, l'ingénieur s'est trompé de quelques millimètres, je dis bien de quelques millimètres, la fondation, qui dit les poutres, mais les poutres. Parce que la poutre, c'est des millimètres. Une poutre de 20 mètres, il a regardé 1 millimètre ou 2 millimètres, la poutre de 20 mètres, mais c'est. Donc, c'est vraiment une catastrophe. Donc, l'exécution de ces fondations, c'est pour cela que j'ai dit, doit faire l'objet d'une surveillance attentive. On contrôlait toujours l'implantation de nos fondations. Essaye s'il te plaît de contrôler. Mais depuis un deuxième et un troisième, il la contrôle pour être sûr que mon implantation est correcte. Ou des fois l'implantation sur terrain, tu mets sur terrain, quand tu vas voir que elle n'est pas très conforme. Donc il y a quelque chose qui cloche, ainsi de suite. Donc j'ai dit que cette fondation fait l'objet d'une surveillance attentive de la part du responsable, c'est-à-dire vous, car la qualité des fondations est essentielle pour la tenue et la pérennité de l'ouvrage. Si on veut que notre ouvrage soit pérenne, c'est-à-dire durable dans le temps ou réalisable, il faut vraiment que ça soit une bonne implantation, une bonne fondation. L'exécution de ces fondations comporte des aléas, c'est-à-dire des dangers, car les caractéristiques réelles du sol ne sont jamais certaines. Des fois, c'est pas des fois, c'est souvent le laboratoire géotechnique, quand il vient faire l'étude géotechnique, le laboratoire n'a pas vraiment accès, avec le point de n'a pas vraiment l'accès. Imaginez que nous avons un pan sur un web, le laboratoire qui dit, il ne veut pas faire trop d'investigation. Le web rab'id ou l'ouvrage rab'id, il va essayer de voir, عند la piste اللي فين يجم يحبس, et il va faire un sondage, il va te donner des résultats qui sont probablement ne reflètent pas la réalité du terrain. Donc tu vas faire des fondations en fonction des données que tu as, mais une fois que tu vas ouvrir les fouilles, il faut que tu rappelles le géotechnicien pour voir est-ce que quand tu as ouvert les fouilles, est-ce que l'ouverture des fouilles, visuellement d'abord, est-ce que c'est conforme avec son rapport géotechnique? J'ai dit souvent, maintenant, puisqu'on a commencé à travailler avec des partenaires étrangers, on nous a exigé que le laboratoire intervienne exactement au point où on veut faire notre fondation. Exactement au point où on veut faire la fondation. Ça veut dire qu'il faut implanter le point d'implantation. Il faut l'implanter. Et ça, c'est une recommandation de ma part quand vous allez commencer à travailler. Toujours vous exigez, en tant qu'ingénieur, vous exigez de faire l'implantation des fondations et vous exigez au laboratoire d'intervenir sur exactement le lieu de l'implantation. Même s'il faut le payer en plus, ou même s'il faut l'aider parce que vous êtes entreprise et vous avez des engins où vous pouvez lui ouvrir les pistes. D'accord, c'est moi qui vais vous ouvrir les pistes, vous lui ouvrez la piste, les engins le point. S'il vous plaît, est-ce que vous m'avez compris ce que je suis en train de expliquer Fada le point? Oui, monsieur. صحاب الجيوتكنيك راكم فاهميني شويه؟ Oui, monsieur. بالحران. Oui, monsieur, c'est clair. Parce que tout le monde, vous allez intervenir, géotechnicien, ou le conseil que je vous donne, quand vous allez faire justement vos investigations, essayez
de faire justement l'investigation au point où est la fondation, pas à côté. Parce que souvent, ils n'ont pas accès, les géotechniciens, ils n'ont pas accès à ce point, c'est difficile d'accéder. Donc, vous pouvez demander à l'entreprise, faites-nous l'ouverture des pistes, avec le point. Il faut faire justement l'investigation au point où est la fondation. Ceci dit, il y a des fondations en site terrestre, il y a des fondations en site aquatique, c'est-à-dire que des fois, on peut avoir une fondation dans un endroit où nous avons de l'eau, malheureusement pour nous, mais des fois, nous avons une fondation dans un site où il n'y a pas d'eau. Ah, ça, c'est tant mieux pour nous. Donc, une absence de nappe, cas le plus simple. La semelle en béton armé est exécutée au fond du fou sur une couche de béton de propreté. Ça, c'est très simple, je vais dire, c'est banal. Nous avons une fondation, nous sommes en site terrestre, sec, on fait du béton de propreté, on met la fondation, il n'y a aucun problème. Maintenant, en présence d'une nappe, si nous avons une nappe, s'il n'est pas possible de placer la fondation au-dessus de la nappe, donc si nous avons la nappe qui est vraiment en bas, on essaie de placer la fondation au-dessus de la nappe, ce qui est l'idéal. On exécute à sec la semelle, parce qu'elle est au-dessus, sur un massif en béton non armé, on va faire un massif, on fait un blindage de fouille sommaire, c'est-à-dire en bois si vous voulez, c'est-à-dire en cas de faible profondeur. Si la fondation est relativement profonde, et lorsque l'emprise est limitée, la semelle est exécutée à l'abri d'un blindage. On fait un véritable blindage. Parfois en bois, ou là le plus souvent par planche métallique ou en paroi moulée dans le cas de fouilles de grande dimension. Maintenant, en site terrestre, en site aquatique. En site aquatique, à la belle comme les ouvrages de Sahara sont sur des zouad qui sont assez importants. Les zouad de Sahara sont assez importants. Ou lors de la crue, le maït là énormément. Donc les fondations superficielles en site aquatique, vous l'a imaginé, en Europe c'est pire, en Europe nous avons de grandes rivières et des fois on est obligé de réaliser un pont sur une grande rivière, ou là sur un lac. Et donc les fondations en site aquatique posent essentiellement des problèmes d'exécution pour l'ingénieur. Elles devront être exécutées à sec, c'est ça le problème. Ne peut pas les réaliser avec. Donc les fondations sont réalisées à l'intérieur d'une enceinte étanche. C'est-à-dire l'enceinte étanche, bâtard d'eau. On va utiliser un bâtard d'eau. Le bâtard d'eau est exécuté soit en paroi moulée, soit en pale-planche métallique. Souvent, en pale-planche métallique, c'est plus simple pour nous. Donc nous avons des pale-planches emboîtées les unes dans les autres. Nous allons les battre. On va réaliser un caisson rectangulaire اللي راهو حتى 20 متر ولا هذه في وسط لا ريفيير ومن بعد nous allons pomper هذاك l'eau كامل في الكيسون يولنا le caisson à sec et on va réaliser notre fondation. Je vous ai ramené ici quelques photos. Donc nous avons une première photo, regardez le grand caisson. Donc imaginez que nous avons je reviens toujours à mon exemple précédent, 3 mètres, 12 mètres, ou là, je ne sais pas, une semelle de 20 mètres de long, par exemple. Donc voilà le caisson. C'est des pales-planches. Les pales-planches sont emboîtées les unes dans les autres. Donc on va battre une première pale-planche. D'accord? On va la battre jusqu'en bas. C'est l'étude géotechnique qui nous élabore, là, qui nous donne à peu près Nahoudo. Donc Nahoudo, je suppose 10 mètres ou 20 mètres. On va l'emboîter dans la première. Si nous avons 3 mètres ou 4 mètres, dans le côté kif, ainsi de suite. On va faire un caisson hermétique. D'accord? On va pomper et on a le caisson à sec au milieu de la rivière. Les ouvriers, ils vont commencer à décaper, ils vont préparer l'assise, le béton de propreté, s'il y a lieu de faire la fondation et poser le ferraillage. Nous avons une deuxième photo où nous avons un engin qui est en train, le caisson est fait, il est blindé, ainsi de suite. Il est en train de creuser ici le sol. D'accord? Donc, j'étais en train de parler d'une fondation normale, c'est-à-dire fondation superficielle.
Maintenant, on peut avoir des fondations sur pieux. Lorsque nous avons un mauvais sol, on est obligé de passer en fondation sur pieux. Et généralement, je dis bien généralement, ou je pense même qu'il y a maintenant actuellement un autre règlement géotechnique justement qui parle de nos ouvrages qui sont sur WED, par exemple. On a eu énormément de problèmes d'affouillement. Je suppose que vous savez ce que c'est qu'un affouillement. Un affouillement, c'est lorsque nous avons une crue, la vitesse de l'eau est tellement importante qu'elle va enlever le sol de la fondation. Donc la fondation, tu l'itban. هذاك هو l'affouillement. Et là, c'est très mauvais. On a eu beaucoup d'accidents dans ce cas. Donc, on nous a exigé, la réglementation nous a exigé, à chaque fois que nous avons un ouvrage sur WED, on va réaliser des fondations profondes, tout simplement. Donc, les fondations profondes, il faut distinguer deux types de pieux. Les pieux qui sont mis en place par refoulement des sols, c'est des pieux préfabriqués en béton armé ou là en béton précontraint, ou là les pieux métalliques mis en place par battage. C'est-à-dire c'est des pieux qui sont battus ou là des pieux foncés. Fonçage, on va les foncer. Fonçage. On a beaucoup plus battus. On a les pieux métalliques qui sont battus dans le sol. Dans le cas, on ne l'utilise pas beaucoup, on l'utilise quand même. Nous l'avons utilisé énormément. Auquel le deuxième type, c'est le pieux mis en place par excavation du sol. C'est ce qu'on appelle les pieux forés. Sans tubage ou là avec tubage. C'est des pieux forés. Donc, nous avons une foreuse qui vient, elle va forer, la carotte, à peu près avec le sol, d'accord? Donc, c'est par excavation du sol. Quand elle va faire le trou, nous avons par exemple un pieu de 1,20 m de diamètre. La foreuse dit, تحفر, تخرج كامل هذاك, تهود 20 mètres ou 30 mètres, ce qu'on veut. Des fois, on fait un tube, c'est-à-dire un blindage, un tube, le sol, ça dépend du sol. Des fois, on ne fait pas le tubage. D'accord? Donc, nous avons deux types de pieux. Le pieu mis en place par refoulement ou le pieu mis en place par excavation. Là, j'ai essayé de vous donner la figure qui m'a semblé fort intéressante, où nous avons plusieurs types de pieux forés. Là, nous avons par exemple le premier pieu foré simple, directement, sans tubage, d'accord? Donc, une foreuse qui va forer directement le pieu. Là, nous avons un pieu foré sous boue, c'est-à-dire avec une boue de forage. C'est-à-dire que la boue, c'est comme la bentonite, d'accord? C'est une boue. Si vous voulez, les parois. À chaque fois, quand on va couler le béton, la boue se fond. Là, nous avons des pieux forés tubés par un tubage métallique. Donc, on va faire un tubage métallique et on va enfoncer à l'avancement. Là, nous avons un tubage métallique battu, directement un tube métallique battu. Là, nous avons une tailleur creuse. Vous pouvez les voir dans des vidéos si vous êtes intéressé, les différents types de réalisation de pieux. Donc, il y a énormément maintenant de techniques d'installation de pieux. Les moyens pour installer les pieux se sont développés actuellement pour combler de nouveaux besoins. On peut distinguer à peu près, je vais dire à peu près 6 techniques. Les pieux battus, en Algérie. Les pieux excavés. Les pieux battus, les pieux excavés. Les pieux forés, on utilise beaucoup les pieux forés. Les pieux vibrés, moi je les ai jamais utilisés. Les pieux vissés aussi la même chose. Ou les pieux enfoncés hydrauliquement, c'est très rare, je pense. D'après ma connaissance, les pieux vibrés, vissés, enfoncés hydrauliquement, sur terre. C'est beaucoup plus les pieux battus et les pieux forés. On a terminé avec la fondation, on passe aux appuis du pont. Est-ce que vous me suivez toujours, messieurs? S'il vous plaît. Oui, bon? monsieur. Très bien. On passe maintenant aux appuis. Quand je parle des appuis du pont, bien sûr, pour les gens qui comprennent, qui ont fait des ponts, je parle des piles et des culées. Les culées, c'est les appuis extrêmes, droite et gauche. Les piles, c'est des appuis intermédiaires. Donc, les appuis, les culées et les piles qui sont pratiquement toujours en béton armé ne posent pas beaucoup de problèmes d'exécution.
Néanmoins, il faut être attentif à l'aspect des parements vus et à la parfaite régularité des lignes. Pour ce faire, les dispositions doivent être prises à l'avance, comme par exemple les coffrages métalliques glissants. هذه حاجة سهلة parce que les culées et les piles, c'est الحاجة الأولى اللي تبان في un ouvrage. Qui j'ai un contrôleur ou des visiteurs ou n'importe qui, يمشي يشوف directement les culées et les piles. Donc si elles sont mal réalisées, c'est un mauvais point pour l'ingénieur. Qui est mal réalisé, c'est beaucoup plus l'aspect des parements qui se voit, l'aspect des parements, l'aspect des parements extérieurs. Qui chauffe, parce que la culée, c'est quand même un mur de franc qui est quand même énorme, s'il s'agit d'un ouvrage de grande importance. Donc le parement, il est vraiment énorme. Et tu تخيل حيط قدامك وتشوف فيه par exemple le ferraillage. qu'il y a une ségrégation. نشوفوا le ferraillage. Ou là, la paroi n'est pas vraiment nette. Qu'il y a des aspects هكذا, des boules ou des courbures, ou là, c'est pas très joli à voir. Donc, c'est vraiment des mauvais points pour l'ingénieur. C'est pour cela que l'ingénieur doit bien savoir choisir son coffrage métallique. Quand on coffre les appuis, il faut vraiment les coffrer par exemple, un métallique glissant. ماشي نمشي نجيب الخشب ولا اللوح ولا n'importe quoi ونعمل الكوفراج تاعي ومن بعد quand je vais décoffrer تولي كارثة. Ça c'est très mauvais. Je vais commencer par les piles qui sont au milieu. Elles comportent au minimum deux parties. Elles comportent la superstructure ou le fil lui-même ou la fondation تاع l'appui. Donc la pile فيها la fondation, فيها la superstructure. Elle comporte des éléments verticaux qui peuvent être soit des voiles, je parle de la superstructure, soit des colonnes. Donc les voiles, c'est des éléments longs de section allongée. Ils comportent au moins deux points d'appui pour supporter le tablier. Je vais vous montrer une figure. Ou là, la colonne, c'est généralement des sections circulaires ou les poteaux, sections rectangulaires. C'est la colonne qui est à la pile. Généralement, c'est des éléments courts de faible section. Les éléments sont reliés en tête par un chevêtre sur lequel reposent les points d'appui du tablier. Donc, qui dit à la pile, généralement, je dis généralement, des fois on peut ne pas trouver de chevêtre. Généralement, nous avons un chevêtre, c'est un élément sur lequel vont reposer les appuis de tablier. Donc, j'ai une photo ici, j'ai le premier cas, tout à l'heure, soit des voiles, éléments longs, soit des colonnes. Donc, soit des voiles à droite, soit des colonnes à gauche. Donc, la pile تاعنا j'ai la fondation اللي هضرت عليها tout à l'heure, soit elle est sur fondation profonde, soit elle est superficielle. J'ai des voiles, je peux avoir des voiles, soit un seul voile, soit deux voiles par exemple. Vous voyez ici, j'ai des appareils d'appui. Il faut que les voiles aient des appareils d'appui. Soit j'ai des colonnes, c'est des poteaux circulaires ou les rectangulaires, معليش. Au fourgon, j'ai un chevêtre. Sur le chevêtre, j'ai les appareils d'appui. Donc là, je suis en train de parler de la pile. Si je vais parler de la culée, c'est les appuis extrêmes. Ils vont assurer le soutènement du remblai d'accès à l'ouvrage. D'abord, d'accord, c'est des appuis bien sûr du tablier. Ça aussi, elles assurent le soutènement parce que les remblais, j'ai un des culées. Donc, il y a des culées qui sont complètement emblayées, qui ont des culées les et ça dépend de la conception de l'ingénieur. Elles peuvent être ou totalement ou partiellement enterrées. Des fois, des fois la culée est enterrée. Elles sont soumises aux charges tant horizontales que verticales, transmises par les appareils d'appui. Donc, il faut calculer les culées aux charges qui sont horizontales, c'est le remblai, verticales aussi, transmises par les appareils d'appui. Donc, elle peut comprendre quatre parties, la culée. Elle comprend bien sûr la fondation, le mur de front sur lequel le tablier qui assure la stabilité du remblai, il faut le mur de front, le mur de tête qui assure le soutènement des remblais latéralement et une partie supérieure, le chevêtre aussi sur laquelle s'appuie le tablier. Là, je peux vous montrer une photo. Nous avons un type de culée le plus répandu. Nous avons la semelle, la fondation. Il faut que la fondation ait le mur de front. Le mur de front. Il faut que le mur de front, nous avons les appareils d'appui. Donc, soit 4, soit 5, soit 6. Soit, ici, nous avons 3 appareils d'appui. L'appareil d'appui, maintenant, j'ai la poutre. D'accord? Nous avons le mur garde-grève
Nous avons les murs cachés, les murs cachés, c'est du mur beaucoup plus esthétique, c'est esthétique, d'accord? Le mur de front, le sommier, et nous avons des murs en retour ou des murs en aile qui vont soutenir notre tôle. Donc, il y a à peu près la culée. Mur de front, le sommier. Il faut que le sommier ait les appareils d'appui, donc il y a les néoprènes, il y a des appareils d'appui, il y a d'abord des socles en béton. Il faut que les socles, le néoprène, l'appareil d'appui, il faut que l'appareil d'appui ait la poutre. Par le mur garde-grève, il y a des murs cachés pour esthétiquement. Nous avons des murs en retour qui vont soutenir les remblais d'accès, qui sont à droite et à gauche. Nous avons une autre figure qui va nous montrer à peu près, là nous avons une culée, vous voyez, qui est vraiment différente à celle-là, parce que le remblai ou là, parce que le relief topographique ne nous permet pas de faire ça. Là nous avons la culée tout à l'heure, à peu près. Il y a un remblai, donc on fait ça. Là nous n'avons pas de remblai, nous allons faire ceci. Là nous avons un pan qui est courbe, tout simplement. Maintenant, la construction des tabliers. Donc, les fondations, les appuis, c'est les piles et les culées. On va le tablier. Donc, le tablier, c'est l'élément sur lequel repose la voie de circulation. Il comprend la couverture, le revêtement et la partie de l'ossature, sensiblement horizontale, située sur la voie portée. Donc, le tablier, il comporte essentiellement des dalles. En plus, il doit comporter des poutres principales et les éléments secondaires, c'est-à-dire ceux qui relient les poutres, c'est les entredoises. Bon, comment se fait maintenant la réalisation de ce tablier? Puisque le tablier, donc il est vraiment haut. Donc, on doit sûrement avoir un échafaudage. Bon, la construction sur cintre. Sur cintre, c'est dans le cas où nous avons, je vais dire, je vais parler beaucoup plus de voûte, par exemple. Donc, nous avons des cintres en bois, ça c'est vraiment ancien. Ça mazal, beaucoup d'entreprises l'utilisent encore. Les cintres en bois, c'est appuyé sur le sol pour les voûtes. Imaginez que nous avons un pan en voûte. Au lieu que ce soit un tablier plan, nous avons une voûte. Donc en maçonnerie, par exemple en maçonnerie, ça c'est très ancien, mais imaginez que nous allons réaliser un air de jeu, là on nous demande de réaliser quelque chose qui a un style ancien, une voûte, un petit pan hagda, avec la maçonnerie qu'on a allé. Donc la technique développée pour la construction de ces arcs en béton armé, c'est la construction sur cintre. D'accord? Nous allons faire, appuyer sur le sol, un échafaudage avec un cintre arqué en bois. Les cintres et les échafaudages essentiellement métalliques, l'autre cas, sont utilisés encore pour la construction d'un grand nombre de pans dalles, de portiques et de pans à poutres. Lorsque le tablier est très haut, au-dessus de la brèche, imaginez que nous sommes sur un oued ou là nous sommes sur une route, le tablier est vraiment allé bzaf. Nous avons 10 mètres, ou la 15 mètres, ou la 20 mètres, ou la 30 mètres. Aussi, le sol est peu résistant. Parce que si c'est 30 mètres, ça veut dire que l'effort est très important. Ça veut dire que je vais faire un échafaudage de 30 mètres. Vous savez ce que c'est. L'effort est très important. Est-ce qu'il va résister? Est-ce que le sol va résister pour supporter ce cintre? Parce que le cintre, il fait le tablier. Donc, on utilise un cintre auto-lanceur et auto-porteur. Je suis en train de réaliser la dalle. Ça veut dire que j'ai déjà réalisé les appuis. Donc, avec les appuis que j'ai réalisés, je vais m'appuyer sur ces appuis, sur les piles et les culées. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un cintre qui s'appelle autolanceur. Autolanceur, donc vous avez ici, regardez, vous avez un échafaudage et vous avez un cintre autolanceur, c'est-à-dire qui va être lancé, mais les appuis. Oui, vous avez ici une photo de Tunis, par exemple, viaduc de l'avenue de la République à Tunis, construit par cintre autoporteur, construit en 1987. Donc vous voyez ici les piles, très importantes. Regardez, comme le métallique, il repose sur ces piles et ces culées. C'est une usine qui est montée. Et elle fait le tablier ou te lancer. Elle va, parce que les poutres sont très importantes, les poutres vont être lancées.
nous avons la construction en place sans cintre. On n'utilise pas cet échafaudage. Donc, les méthodes sont utilisées dans beaucoup plus les ponts métalliques. Donc, les ponts qui sont suspendus, c'est le cas pour les ponts qui sont suspendus, si vous vous rappelez la classification, et j'ai dit qu'ils sont construits en commençant d'abord par les pylônes. C'est le type de pont. On commence, bien sûr, on va commencer par les fondations. Et les fondations, on va réaliser les pylônes, le pylône ou le pylône. On va réaliser les massifs d'ancrage. Ensuite, on met en place les câbles porteurs. Puis, on avance, bien sûr, les câbles et les suspentes. Les suspentes, on le câble. Et on va commencer par progresser le tablier et les suspentes qui le soutiennent de part et d'autre des pylônes. Maintenant, nous allons commencer par placer notre tablier. Par exemple, il y a un autre type, c'est l'encorbellement successif. Donc, les voussoirs, on appelle ça un voussoir. Ils sont réalisés en usine, d'accord? La plupart sont précontraintes. Ils sont réalisés en usine. On les ramène ou ils sont emboîtés les uns dans les autres. Donc, la construction par encombrement successif des pans métalliques à poutres triangulées, par exemple, des grands arcs et surtout maintenant pour les pans de grande portée ou là de béton précontraint. Les voussoirs les éléments de tablier successifs sont coulés et préfabriqués en usine, stockés, on les emboîte, fait des rainures. La façon de les emboîter, on va la voir tout à l'heure. On va les emboîter les uns des autres. On va le ferraillage à la précontrainte. On a la post-tension comme les poutres. Donc, vous pouvez consulter après le cours la technique de pose des voussoirs. Il y a plusieurs techniques, 3 sont vraiment possibles. Soit on fait la grue, on à chaque fois le voussoir. Donc, nous mettons le voussoir sur l'appui l'ouel. Le premier, ونبداو نباطيو الزاوج الثالث الرابع حنا في الخامس باللاغرو نرفدو نحطو. Sinon on va utiliser autre. Donc là c'est la pose par la grue. هذا le cas c'est la pose avec un équipage de levage autonome. C'est-à-dire que nous avons un appui sur notre pont et nous avons quelque chose pour lever et à chaque fois on lève le voussoir et on l'emboîte. Ou là, nous avons directement un lanceur qui est posé sur le pont, où il fait à peu près le voussoir, à chaque fois, il va le lancer ou y poser. Donc, il y en a plusieurs techniques. Bon, ça, c'est pas très important, ça, vous allez le voir sur... J'ai voulu placer quelques photos pour voir à peu près des ponts ou là, des viaducs. J'ai dit qu'un viaduc, c'est un pont qui a la hauteur très importante, plusieurs travées, la hauteur très importante. Donc là, nous avons un viaduc à voussoir. Les voussoirs, ça dépend la longueur, d'accord? Et on va les placer. Donc le premier, il est placé sur l'appui, comme vous le voyez ici, toujours sur l'appui. On va emboîter les autres au fur et à mesure. Là, vous avez un lanceur qui prend, à droite, place à le premier, le remblai d'accès, d'accord? Le lanceur, il fait de l'air de stockage, il fait le voussoir, il place le wall, il est sur rail, il fait الزاوج يعاود يجي بلاصه مع الاول يعاود يولي يرفد الثالث يعاود يجي بلاصه يعاود الرابع ainsi de suite. Il va commencer à travailler comme ça. Maintenant, si on réalise un pont en dehors de l'emplacement du pont, c'est-à-dire que nous avons un endroit qui est vraiment étroit, un endroit étroit, nous avons plusieurs contraintes, je vais dire plusieurs contraintes pour réaliser ce pont à l'extérieur, qui se roule dans une usine, je vais dire, dans un autre chantier, et on doit le placer à l'endroit voulu. Des fois, nous avons des endroits vraiment très, très, très étroits. Nous avons travaillé à Schlef dans des montagnes où tu ne peux rien faire sur place. Il faut vraiment... Donc, il faut trouver des astuces. Là, les ingénieurs ont trouvé, dans ce genre de réalisation,
3 techniques. La première, on appelle ça le lançage. La deuxième, le poussage. Et le troisième, le ripage. Le lançage, le poussage et le ripage. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces 3 techniques, mais les 3, on les a utilisées. Par exemple, dans l'entreprise où j'ai travaillé, nous avons utilisé la technique par lançage. Nous avons utilisé la technique par lançage, nous l'avons utilisée plusieurs fois. Nous l'avons utilisée à Brizina, à Bayad, où nous avons réalisé un viaduc énorme sur le barrage de Brizina. Nous avions des poutres de 33 mètres. Quand je dis des poutres, c'est des centaines de poutres, parce que le viaduc est énorme. Là, nous avons utilisé la technique de lançage, c'est-à-dire que l'entreprise avait un lanceur. Un lanceur, c'est ce que je viens de vous montrer maintenant sur la photo, c'est ça à peu près. Un lanceur, d'accord? Donc, l'entreprise dispose d'un lanceur. Il fait la poutre, ou les poutres, il va les lancer. Donc, la construction par lançage est souvent employée pour les ponts métalliques. Le pont est construit sur la berge, puis il est poussé ou tiré au moyen de vérins et avance au-dessus de la branche en s'appuyant sur les piles successives ou sur les palets provisoires. Utilisé pour les ponts métalliques ou les poutres métalliques ou les poutres en béton. On peut l'utiliser même pour les poutres en béton. Donc le lanceur, il prend la poutre, il lance. La poutre est très importante. 33 mètres, vous savez, 33 mètres, c'est assez important. Maintenant, la technique par poussage, nous l'avons utilisée sur le pont de Zabana, Tawahran. Kif. C'était impossible de réaliser le pont autrement. Donc, nous l'avons réalisé sur les berges, à droite et à gauche, et nous avons fait le poussage. Le poussage, c'est des tabliers en béton précontraint, très analogue au lançage. Le glissement se fait par des plaques de téflon et, si nécessaire, l'extrémité du tablier peut être soutenue par des haubans provisoires. Bon, là, c'est à droite et à gauche, ou la malice est d'un seul côté. Nous avons le tablier qui est réalisé, les poutres qui sont réalisées, et nous avons des vérins hydrauliques, La méthode de ripage latéral est utilisée lorsqu'il s'agit de remplacer un pont vétuste et l'opération doit se faire rapidement. Nous l'avons utilisé à Temouchent, où nous avions un pont qui était quand même assez vétuste, mais ما كانش خاصنا نحبسوا la circulation. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons réalisé le tablier sur des appuis. Nous avons réalisé le pont lui-même, d'accord? Nous avons réalisé les appuis. Le tablier, nous l'avons ripé. Directement sur le nouveau appui. D'accord? On bat l'ancien pont qui était vétuste. Donc, nous avons fait le ripage. Le ripage, c'est quand c'est transversalement, mais c'est longitudinalement. Les autres, c'était longitudinalement. La construction par lançage ou la construction par poussage. La construction par ripage, c'est latéral, c'est-à-dire qu'elle transversalement. Donc, la méthode du ripage latéral est utilisée lorsqu'il s'agit de remplacer un pont. Lorsqu'on ne veut pas arrêter la circulation, on fait le ripage. Vous pouvez toujours, j'ai dit, voir des vidéos maintenant avec Internet. Vous pouvez faire, par exemple, construction par ripage et vous allez avoir énormément de vidéos. Vous allez voir des ponts construits par ripage. Donc ici, nous avons une photo mise en place à l'aide du lanceur des poutres précontraintes préfabriquées constituant le tablier du pont. Donc vous avez ici le lanceur. Là, nous avons l'appui extrême. Nous avons les poutres qui sont posées ici. Il y a le lanceur sur des rails. Il fait de la poutre, tout simplement comme j'ai dit tout à l'heure. Nous avons une très ancienne photo où nous avons un lanceur fait les poutres jusqu'ici. Il fait d'autres poutres. La travée, les maris. Nous avons une autre photo du lanceur où nous avons un fameux lanceur qui va chercher les poutres et il va les lancer sur l'appui les rabain là lançage. Donc il fait de la poutre, il va la lancer sur la partie. Le poussage, j'ai dit que ça peut se faire de deux côtés ou là ça peut se faire d'un seul côté. Là vous avez les poutres, vous avez l'appui extrême, les deux culées, vous avez deux piles intermédiaires. Donc comment il va se faire le poussage? On va prendre sur des vérins, les poutres, ils vont être poussés
au fur et à mesure, au fur et à mesure. Soit des deux côtés. Donc, la partie, elle va être poussée ici. La partie, elle va être poussée ici. Puis j'ai maintenant le pont. Soit elle va être poussée d'un seul côté, que de ce côté. Donc, on va pousser, premier poussage, deuxième poussage, troisième poussage, et ainsi de suite. Bon, ça, je suis en train de vous donner d'une façon vraiment très générale ce procédé de poussage, de lançage et de ripage, mais c'est vraiment c'est très important et il y a beaucoup plus de détails, bien sûr, pour comprendre le process. Voici un vérin de poussage, justement. Donc, regardez en bas, nous avons deux types de vérins hydrauliques qui vont soulever un petit peu la poutre et ils vont la pousser. Nous avons plusieurs vérins qui vont la pousser. Donc, il y a aussi toutes les méthodes qui utilisent la préfabrication plus ou moins poussée d'éléments du pont qui sont très variés. Donc, en acier, il est avantageux de construire en atelier des tabliers, des tronçons de tabliers, si les moyens de transport et de mise en place le permettent. Ou là, en béton précontraint, la préfabrication s'est développée pour les poutres d'ouvrage à travers indépendantes et pour les voussoirs de pont construits en accompagnement successif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des fois, souvent, nous avons des ponts où nous n'avons pas assez d'espace. La première des choses, l'ingénieur qui connaît un pont fait plusieurs poutres, ça peut se résumer à des centaines de poutres. Les aires de préfabrication. Est-ce qu'il a les aires de préfabrication pour réaliser ces poutres? Parce que les réaliser sur des camions, ça va coûter très très cher et ça va être très 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 difficile de les acheminer sur chantier. Parce qu'il y a des poutres de 33 mètres, imaginez qu'il y a des virages, ainsi de suite. Donc, il faut toujours trouver des aires de préfabrication à droite et à gauche pour pouvoir réaliser ces poutres. Donc, s'il s'agit de voussoirs, si c'est possible de les réaliser sur place, si c'est des poutres en précontrainte, il faut essayer de voir des aires de préfabrication, les réaliser sur place et soit les pousser, soit les lancer, soit les prendre par la grue si c'est des poutres de 20 mètres, ainsi de suite, il y a plusieurs méthodes. Maintenant, je voulais parler des équipements des ponts. L'équipement des ponts, je vais en parler chapitre prochain, le dernier chapitre, c'est le chapitre 4. Je vais parler des équipements des ponts parce que c'est très important. La plupart des ingénieurs sous-estiment cette partie. Parce que le pont, il ne suffit pas de réaliser les fondations, les appuis, culées, piles et poser le tablier. Il faut l'équiper. Il faut l'équiper par les trottoirs, par les glissières sécurité, par les corniches, par les appareils d'appui, par les joints de chaussée, par les gargouilles d'évacuation, et ainsi de suite. C'est des équipements et c'est vraiment nécessaire. Les dates de transition, c'est vraiment nécessaire pour mon ouvrage. Donc, le prochain chapitre, il est spécifique à l'équipement d'un pont, où nous allons voir un par un, c'est quoi l'équipement, il sert à quoi, quelle est sa fonctionnalité, et ainsi de suite. Maintenant, je vais attaquer une chose importante, c'est ce que je vous ai demandé dans l'exposé, les données d'études de projet pour que vous ayez une idée à peu près comment réaliser votre exposé. Je voudrais un feedback de la part du délégué ou d'un des étudiants, s'il vous plaît. Est-ce que jusqu'à maintenant, c'est bon? S'il vous plaît. Oui, monsieur, c'est bon. C'est bon? Monsieur. Oui, monsieur, pour le cours, c'est bon. Mais est-ce que vous pouvez nous éclaircir un petit peu qu'est-ce qu'on va faire l'exposé là? Très bien. Donc, les données d'études de projet. La conception d'un pont doit satisfaire à des exigences de données. Vous le savez. C'est ce qu'on appelle les données fonctionnelles ou naturelles ou la autre, géotechnique ou la sismique ou la. D'accord? Donc, en tant qu'ingénieur, si demain vous êtes recruté dans un bureau d'études, par exemple, ou là dans un chantier, vous allez réaliser ou là vous allez faire l'étude d'un pont. Bien sûr, vous allez avoir besoin de données. C'est les données de base qui vont vous permettre
de choisir justement le type d'ouvrage. On a fait le premier chapitre, je vous ai fait une classification où j'ai parlé à peu près d'une vingtaine de types d'ouvrages, qu'il y a plusieurs types d'ouvrages, qu'il y a les ouvrages les dallos, les ponts à poutres, isostatiques, ou la pont à poutre précontrainte, ou la pont à poutre béton armé, ou la mixte, ou la pont à haubans, ou la pont souple, ou la rigide, ou la... Donc, on a parlé de plusieurs. Donc, les données, justement, ça va nous permettre de réaliser ou de choisir le choix de cet ouvrage, la conception, le design de cet ouvrage. Est-ce qu'il est sur fondation profonde? Est-ce qu'il est sur fondation superficielle? Et ainsi de suite. D'accord? Donc, on va commencer par les données fonctionnelles. Fonctionnelles. Les données fonctionnelles, en petit a, nous avons les données relatives à la voie portée. Les données relatives à la voie portée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement la partie topographique. Les données fonctionnelles, quand je suis un ingénieur dans un bureau d'études, si on me dit, monsieur, vous allez réaliser un pont, l'ERA par exemple, je vais dire n'importe quoi à Benissaf, eh bien, la première des choses pour un ingénieur, c'est de visiter les lieux. C'est la première des choses. Je dois visiter pour voir le site de cet ouvrage. Et quand je vais visiter, je vais prendre avec moi l'équipe topographique, la brigade topographique. Et je vais lui demander de me faire un levé topographique sur le site. Un levé topographique. Ce levé topographique, lorsque le topographe le termine et il me le transmet par voie numérique, maintenant on ne travaille plus manuellement, par voie numérique, en tant qu'ingénieur, je vais voir mon projeteur et je lui demande de me réaliser le tracé en plan, le profil en long et le profil en travers. Le TP, le PL et le PT. Le TP, le tracé en plan, le PL, le profil en long et le PT, le profil en travers. Tout ceci, bien sûr, en respectant la géométrie des routes, les normes géométriques des routes. C'est-à-dire que je suis dans un cas où il y a une route qui va traverser un oued, ou là il y a une route qui va traverser une autre route. Est-ce que ces deux routes, elle est classée par rapport à l'autre, comme pour le passage supérieur et le passage inférieur? Est-ce que c'est un passage supérieur ou l'inférieur? Est-ce que ça va traverser une voie de chemin de fer? Est-ce que cette route va traverser une rivière ou un petit oued? Là, il faut voir la géométrie des routes, parce que tout ça va dépendre du choix de mon ouvrage. Donc, j'ai réalisé, je veux avoir comme données fonctionnelles les données relatives à la voie portée, le tracé en plan, le profil en long et le profil en travers. La question que je me pose, ou là que je vais vous poser, Alysia, si je vous dis le profil en long, ça va me servir à quoi, d'après vous? Le profil en long, en tant qu'ingénieur. Je prends mon profil en long. Il va me servir à quoi? Si je veux réaliser un pont, et je vais tracer mon profil en long. C'est simple, hein? C'est très simple. Et qui est-ce qui peut me répondre? Le profil en long, ça va me servir à quoi? Alysia Charity, vous pouvez répondre? Il nous aide pour avoir les données sur l'axe pour le projet, sur l'axe du projet Oui, sur la... longitudinal Et encore? Oui, et et encore? les altitudes, même pour tracer la ligne du projet. Oui. Balharran, Oussama, vous pouvez me répondre? Profil en long, ça va me servir à quoi? Monsieur Balharran. Oui, monsieur.
Est-ce que vous pouvez me répondre? Le profil en long, ça va me servir à quoi? La longueur de Comment? pont de projet. La longueur de pont, vous avez dit la longueur de pont? Oui. Très bien. Oui, ça va me servir. Le profil en long, c'est son nom l'indique, c'est la longueur. D'accord? C'est le profil en long. C'est-à-dire que je vais faire un profil sur la longueur de pont. Donc, ça va me donner d'abord une idée sur la longueur du pont. Et à partir de là, je vais décider sur les travées. Imaginez que je trouve une longueur de 100 mètres. Donc, une longueur de 100 mètres, je dois la diviser en travées. Est-ce que je vais utiliser 5 travées de 20 mètres? Est-ce que je vais utiliser 3 travées de 33 mètres? Est-ce que je vais utiliser 4 travées de 25 mètres? Et là, ça va différer. Si j'utilise des travées de 25 mètres, ça sera des bétons précontraints. Si j'utilise des travées de 20 mètres, ça sera du béton armé. Si j'utilise des travées de 33 mètres ou le plus, ça peut être du métallique, ainsi de suite. Donc, ça va me donner d'abord une idée sur la longueur du pont. C'est le profil en long. D'accord? Le tracé en plan. Le tracé en plan, c'est-à-dire c'est la vue, ce qu'on appelle la vue d'avion. En avion, je vois la vue de dessus. Je vais voir un tracé en plan. En haut, je vais voir mon site, comment il est. Mademoiselle Belkadi Amina, tu peux me dire pourquoi ça sert ce tracé en plan pour l'ingénieur? À quoi ça peut vous servir? Mademoiselle Belkadi, vous êtes là? Oui, monsieur. À quoi ça peut nous servir ce tracé en plan? من الفوق راح نشوفوا l'ouvrage تاعنا. Donc je vais voir la route ou l'oued qui va traverser. Comment? Comment? Répétez s'il vous plaît. monsieur Mademoiselle Bencherif, est-ce que vous pouvez me répondre? Le tracé en plan, ça peut nous servir à quoi? Le tracé en plan. Je vais voir au-dessus mon ouvrage. pour connaître la situation topographique de l'ouvrage. Qu'est-ce que tu as dit? La situation topographique de l'ouvrage. La situation topographique. Ça, la situation topographique, elle va nous donner, tracé en plan, une donnée très importante. Est-ce que l'ouvrage est droit ou là il est biais ou là il est courbe? Parce que je suis en train de le voir de dessus, le tracé en plan. Est-ce qu'il y a qu'un angle 90 degrés ou là qu'il y a un angle qui n'est pas de 90 degrés? S'il y a un angle de 90 degrés, ça veut dire que les deux axes se coupent droit, ça veut dire que l'angle est droit et l'ouvrage est droit. Et là, ça va me favoriser énormément en tant qu'ingénieur, la réalisation, le calcul. Maintenant, si les deux axes se coupent par un biais, donc l'ouvrage est biais. Et là, ça commence à devenir un peu, pas beaucoup, mais un peu compliqué, parce que je dois faire beaucoup de calculs. Maintenant, si l'ouvrage est courbe, là, ça va poser encore des problèmes, parce que l'ouvrage est courbe, et là, ça va me demander de faire énormément de calculs. Maintenant, le profil en travers. Le profil en travers. J'espère que vous me comprenez parce que vous avez fait tout ça. Le profil en long, c'est je coupe le levé topo, je le coupe longitudinalement. Qu'est-ce que je vois? Le coupe longitudinal. Le tracé en plan, je le vois au-dessus. Le tracé en plan, je vais le couper transversalement. Le levé topo, je vais le couper transversalement. Qu'est-ce que je vais voir et ça va me servir à quoi? Bendaoudi Latefa. Est-ce que vous pouvez me dire, d'après vous, le profil en travers, ça va me servir à faire quoi? Mademoiselle Bendaoudi Latifa. La coupe perpendiculaire à l'axe de... لا هذاك شفناه في الاخر في البروفيل في التراسي en plan. هذاك في التراسي en plan شفنا l'axe تاعنا. صح, maintenant le profil en travers, c'est-à-dire le levé topo, je vais le couper transversalement.
Transversalement, je vais voir transversalement l'ouvrage TAI. Monsieur Ben Habib Mohamed, vous pouvez me répondre? Le profil en travers, ça va me servir à quoi? Qu'est-ce que je peux faire avec le profil en travers? On va voir la largeur de pont. Très, très bien. ونشوفوا شغل شحال النوبة de voix Très les couches. Très bien. Donc le profil en travers, il va me servir à voir la largeur du pont. شحال فيه هذا le pont تاعي فيه 10 mètres ولا فيه 20 mètres ولا فيه 40 mètres. Il a الواد تاعي كبير en travers. Ça veut dire que la largeur du pont est importante. Et imaginez que je vais trouver 60 mètres ou 80 mètres. Ça veut dire que je dois faire 2 ponts jumelés de 20 mètres, 20 mètres. Il a fait 10 mètres. Ça veut dire que c'est un pont fait une largeur de 10 mètres. Ou les 10 mètres, je vais voir combien je vais faire de voies. Donc, je vais faire 2 voies de 3 mètres 50. Maintenant, j'ai 3 mètres 50, 3 mètres 50. Ou maintenant, 2 trottoirs de 1 mètre, 1 mètre. Il a fait 20 mètres. Je vais faire 4 voies. Zouchi Abbé ou Zouchi Jibou. Plus 2 trottoirs. Donc, une voie de 3 mètres 50 plus la deuxième voie de 3 mètres 50. Ça me fait 7 mètres. Alors, de l'autre côté, 3 voies, 3 mètres 50, 3 voies 50, ça me fait 7 mètres. 7 et 7, ça fait 14, près les 6. Les 6, je vais prendre, par exemple, 2 trottoirs de 1 mètre, 1 mètre, ou je vais prendre un terre-plein central, à 2 mètres, par exemple, et ainsi de suite. Donc, ça va me permettre de dimensionner transversalement mon ouvrage. Je reviens à mon cours. Les données fonctionnelles, c'est d'abord les données relatives à la voie, le tracé en plan, le profil en long et le profil en travers. Les données relatives à l'obstacle franchi, c'est-à-dire que, puisque l'on imagine réaliser un pont, ça veut dire qu'il y a un obstacle. Ça veut dire que la route TI, elle va traverser un obstacle. Avec l'obstacle, ça peut être une route. Avec la route, est-ce que c'est un chemin communal, CC? Est-ce que c'est un chemin de wilaya, CW? Est-ce que c'est une route nationale? Est-ce que c'est une autoroute? كل وحدة عندها sa propre spécificité. Est-ce que c'est pas une route? Est-ce que c'est une voie ferrée? Est-ce que c'est une simple voie? Est-ce que c'est une double voie? Non, c'est pas une voie ferrée, c'est pas une route. C'est un WED. Est-ce que c'est un WED large de 10 mètres? Est-ce qu'il est large de 20 mètres? Est-ce que c'est une voie navigable? Est-ce qu'elle n'est pas navigable? Donc, toutes ces données, ce sont ces données relatives à l'obstacle franchi. Donc, lorsque l'ouvrage franchit une voie de communication, que ce soit une route, ou là une voie ferrée, ou là une voie navigable, il est nécessaire de respecter les caractéristiques fonctionnelles relatives à cette voie, c'est-à-dire les hauteurs libres et les ouvertures. Chapitre li fait. Ça veut dire je suis en train de parler de quoi? Du gabarit. C'est quoi le gabarit? Revenez au chapitre précédent. انت كي راك تمشى في اوتوروت وتجي داخل في ان بون تشوف هذوك لي بلاك interdiction pour les voitures ou les camions qui dépassent 3 mètres 65 par exemple. هذاك هو le gabarit. وهذاك le gabarit شكون يعملو l'ingénieur. علاش يعملو؟ Parce qu'il y a une réglementation. Quand tu es sur un chemin communal, tu as une certaine réglementation. Quand tu es sur un chemin de wilaya, tu as une certaine réglementation. Quand tu es sur une route nationale, tu as une certaine réglementation. Quand tu es sur une autoroute, ça a une certaine réglementation. Quand tu es sur une voie ferrée, tu as une autre réglementation. Quand tu es sur WED, voie navigable, tu as une autre réglementation. Chaque pont a son propre gabarit. Le gabarit, c'est la hauteur libre. Ou là, le tirant d'air. Je l'ai bien expliqué dans le cours de l'IFET. C'est en fonction de ces gabarits de circulation, les voitures, les camions ou de navigation, qu'il faut respecter la voie. Donc, nous avons en général, je dis en général, 3 cas qui peuvent se présenter. Soit la voie franchie est une route ou autoroute, soit la voie franchie est une voie ferrée, soit la voie franchie est une voie navigable. C'est le cas le plus rare chez nous. Donc, nous avons beaucoup plus la voie franchie qui est une route ou une autoroute, ou là une voie ferrée. Nous avons d'autres données, mais cette fois-ci, elles ne sont pas fonctionnelles, elles sont naturelles. C'est par exemple les données géotechniques, hydrauliques, climatiques, sismologiques. Les données géotechniques, elles sont fondamentales pour l'étude des fondations de notre ouvrage. Donc, elles sont obtenues par une reconnaissance qui doit donner les informations sur les
le terrain naturel. Où est le bon sol? Est-ce qu'il est à 1 mètre, à 1 mètre 50, à 2 mètres, à 3 mètres, à 10 mètres, à 20 mètres? Et en fonction de cette donnée, je vais choisir mon mode de fondation. Est-ce qu'elle est superficielle? Est-ce qu'elle est profonde, semi-profonde, sur pieux battus, sur pieux forés, ainsi de suite. Les données hydrauliques, s'il s'agit d'un WED, c'est très important. Dans le cas d'un franchissement d'un cours d'eau, il est nécessaire de connaître les renseignements dont j'en ai parlé la dernière fois. J'ai parlé, si vous vous rappelez, du niveau d'eau de l'oued sur un ouvrage. Je vous ai parlé du PHEC, plus haute eau connue. Je vous ai parlé du PHE1, plus haute eau normale. Je vous ai parlé du PBE, plus basse eau. علاش نحتاجو le PBE? Qui est-ce qui peut me répondre, s'il vous plaît? La dernière fois, je l'ai bien expliqué. J'espère qu'il y a quelqu'un qui puisse me répondre. Pourquoi nous avons besoin du PBE? Mademoiselle Tchiali, Wafa, s'il vous plaît. Dans un ouvrage où nous avons un WED, nous devons savoir quelle est les plus basses eaux dans cet ouvrage. Monsieur, باش نعرفوا شحال la profondeur تاعش la profondeur. تاع داك الواد ولا تاع داك. بصح علاش خصنا نعرفوا لا بروفوندور لي بلو باس او؟ علاش خصنا نعرفوا لي بلو باس او؟ فين هاودا لا هوتور لا بلو باس فاش هو؟ والله ما عقلت monsieur. Parce que nous allons réaliser des fondations في هذا الواد، خصنا نعرفوا لي بلو باس او شحال تهود. باغ اكزومبل غير 50 سنتيمتر سي لي بي بي او، باش في هذاك لو مومون نمشيو نخدموا la réalisation, parce qu'on doit pomper cette eau pour pouvoir réaliser nos fondations. Donc il est vraiment anormal qu'on va réaliser des fondations là où nous avons les plus hautes eaux. Imaginez qu'on va réaliser un ouvrage, ما نمشيوش في la période تاع les plus hautes eaux اللي راه طالعه ب 6 متر ونمشيو نرياليزيو il nous faut 1 mois وحنا نبومبيو في الماء. دونك نمشيو في la période estivale ونعرفوا شحال le PBE. نهار اللي يكون le PBE يكون غير 60 سنتيمتر ولا 40 ولا 10, on va réaliser notre blindage et on va pomper cette eau. Donc on a besoin de savoir quel est le PBE. Nous avons besoin de savoir les données climatiques. Imaginez que nous avons un pont qui est très élevé. خصنا نعرفوا la hauteur du vent. خصنا نعرفوا les températures parce qu'on va essayer de travailler. Imaginez que nous avons des températures à moins 40 degrés ou la plus 50 degrés. ou le béton, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a de la neige? Est-ce que c'est des conditions climatiques locales? Ça, le point, on ne l'utilise pas beaucoup, sauf s'il s'agit d'un pont à haut vent ou d'un pont souple où nous avons besoin des données du vent pour pouvoir voir. Mais nous avons par contre besoin des données sismologiques. Les données sismologiques, est-ce que c'est un pont? Est-ce que réaliser un pont à Chlef et réaliser un pont à Béchar, c'est la même chose? Non, parce qu'un pont à Chlef, il est assujetti à un calcul rigoureux dynamique. Par contre, un pont qui est à Al-Bayed ou à Béchar ou à Naama, c'est pas très important la partie dynamique. Un pont à Boumerdas, il faut vraiment le calculer en fonction des données sismologiques. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle les données naturelles. Quelles sont d'autres données? On ne les prend pas en considération, c'est les données d'intégration au site. C'est vraiment d'ordre esthétique. Quand nous sommes en Europe, nous sommes la réalisation des ponts, avec l'ingénieur génie civil et un ingénieur architecte. Pour donner une considération esthétique à l'impact visuel de ce pont. Surtout s'il s'agit d'un pont en site urbain. En site urbain, c'est-à-dire au centre-ville. Comme par exemple, par exemple, on est en train de réaliser des passerelles. Et donc les passerelles, elles sont vraiment en site urbain, au centre-ville. Donc les passerelles, il faut vraiment qu'il y ait, tu vois en Europe, les passerelles. Les gens se donnent des soucis pour réaliser quelque chose vraiment d'esthétique très joli. C'était des ouvrages architecturalement réussis. À l'âge pour pouvoir contribuer à un épanouissement touristique de cette zone.
C'est pour cela qu'il est nécessaire de requérir à chaque fois l'intervention d'un architecte dès le stade des études préliminaires. Si nous avons un ouvrage, par exemple, je vais dire, où l'autoroute passe en bas ou une route en haut. Donc l'autoroute, qui nous fait l'ouvrage. Donc il vaut mieux que la dalle de l'ouvrage soit esthétique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent, qui par contre, si nous sommes sur un web où personne ne passe, mais les point de vue esthétique, je ne prends pas en compte. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les données d'intégration aussi. Qu'il y a d'autres données, on ne les prend pas en compte, malheureusement, c'est les problèmes d'environnement. C'est la considération des problèmes d'environnement. Et là, il faut séparer les nuisances en cours d'exécution et les nuisances apportées par l'ouvrage en service. Les nuisances sonores. Imaginez qu'on est en train de réaliser une trémie. La trémie, pour la réaliser, c'est-à-dire pendant la réalisation, on doit creuser le marteau-piqueur, ainsi de suite. Donc, on est en train de causer une nuisance sonore pour le voisinage. Et il faut que l'ingénieur réfléchisse à ça. Mais cet ouvrage, il va faire passer des gens, ou là, il va faire passer des camions, des voitures, qui peuvent apporter une nuisance sonore. Il faut que l'ingénieur aussi réfléchisse à ça. Et il y a des méthodes, il y a des solutions à ça. Et il y a en principe, il y a ce qu'on appelle le EEI, c'est les études d'impact sur l'environnement qui sont en Europe ou là aux États-Unis, qui sont obligatoires pour tous les projets d'envergure, projets importants, qui prennent en compte justement ces questions. Maintenant, donc, une fois que j'ai toutes ces données fonctionnelles et naturelles, je peux les analyser pour pouvoir faire le choix de mon ouvrage. Donc, les données fonctionnelles, je fais la mise au point du profil en langue, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je fais la mise au point du tracé en plan. Bien sûr, est-ce que c'est un pan biais ou le droit ou la courbe. Je fais la mise au point de mon profil en travers pour voir à peu près la largeur de mon ouvrage. Je prends en compte les données naturelles pour, par exemple, les caractéristiques géotechniques et hydrauliques pour voir d'abord le choix de fondation. Est-ce qu'elle est superficielle, semi-profonde, profonde? Les contraintes hydrauliques liées à l'écoulement des eaux pour voir le PHE, le PHEC, le PBE, le PHEN, ainsi de suite. Les débouchés hydrauliques. Est-ce que le débit de ce WED, est-ce que mon ouvrage fait passer le débit de ce WED? Parce que le débit, c'est Q fois S. Plutôt Q, c'est V fois S. La vitesse fois la surface, c'est ce qui me donne le débit, mètre cube par seconde. Est-ce que l'ouverture de l'ouvrage CE, elle fait passer ce débit de l'oued ou là? Est-ce qu'il y a un risque d'affouillement pour mes piles, pour mes fondations de piles, oui ou non? Ensuite, je vais voir ma brèche, fait le profil en travers. D'accord? Pour la voie de communication, d'environnement. Ensuite, je vais voir l'implantation de mes appuis. Est-ce que l'analyse des contraintes du projet, définition de la branche affranchie, position des appuis extrêmes, c'est-à-dire les culées. Est-ce qu'il y a des zones, où je peux implanter, est-ce qu'il y a des zones où je peux faire la préfabrication? Et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est très important aussi pour le choix de la structure. Est-ce que je vais faire en préfabrication? Est-ce que je vais faire en coulée sur place? Par exemple, pour les trémies. Pour les trémies, justement, elles sont en site urbain. En centre-ville. Comme les trémies, nous avons eu énormément d'ennuis dans la réalisation. C'est pour cela que l'entreprise doit avoir une durée de réalisation très réduite. Puisque c'est une durée de réalisation très réduite, il vaut mieux les trémies passer par la préfabrication. Parce que si je vais faire du coulé sur place, je vais rester beaucoup de temps et je vais engendrer énormément de contraintes dans la circulation de la ville de Tlemcen. Donc, le choix de la structure, c'est en fonction des données. Le nombre de travées, les longueurs, ainsi de suite. Je termine ici mon troisième chapitre. Est-ce que cette partie de données, d'études de projet pour que vous puissiez faire votre exposé
est assez comprise. S'il vous plaît, je veux une réponse. Oui, monsieur, c'était bien clair. Très bien. شكون اللي عنده des problèmes شكون اللي ما راش فاهم دروك اللي راهم يريبونديو اللي فهموا دروك les gens اللي ما فهموش est-ce que il y a quelque chose où je peux donner plus d'informations? Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, كامل هاد les données d'études خصنا نعملوها في هذاك الميني بروجي تاعنا. Exactement. Il faut que vous m'expliquiez شحال قلت لكم من الباج. عندنا 5 وائل عندنا ما ديباسيوش 5 باج. 5 pages. 5 pages, c'est assez important. تعطيوهوني en PDF, d'accord? تبعتوه en PDF. Donc, vous allez travailler sur Word en PDF باش كي يجيني le document parce que كي تبعتوه لي des fois en Word يتبدلوا الكتبه تتبدل ainsi de suite les titres يفسدوا ainsi de suite. En PDF, on risque pas que ça change. وتبعتوه لي في la boîte mail تاعي. Et vous pouvez le travailler en binôme. D'accord? Vous pouvez le faire en binôme, c'est-à-dire 2 étudiants peuvent se regrouper et faire le travail en binôme. Maintenant, vous allez m'expliquer pour la réalisation d'un pont, il nous faut les données fonctionnelles. Quels sont les types de données fonctionnelles? À quoi ça peut nous servir, ces types de données fonctionnelles? Nous avons besoin de données naturelles. Vous devez citer toutes les données naturelles. Kamel, les données naturelles géotechniques, à quoi ça nous sert? Vous pouvez donner des exemples. Si je trouve par exemple une contrainte admissible très faible, je suis obligé de passer par un radier général par exemple pour un DALO. Si je trouve une contrainte admissible très forte, 3 bars ou la 4 bars, je peux faire que des fondations superficielles. Si le sol est vraiment très mauvais, je dois chercher le bon sol qui est à 30 mètres. Je dois voir quel est le type de pieux, fondation profonde que j'utilise. Est-ce que pieux battu? S'il s'agit de roches, je ne peux pas utiliser les puits battus, je peux utiliser les puits fourrés. S'il s'agit d'un terrain meuble, ainsi de suite. Le profil en long, à quoi ça va me servir? Le profil en travers, à quoi? Les études hydrologiques, ça va me donner le débouché et le débit de l'oued pour pouvoir dimensionner mon ouvrage, la surface de mon ouvrage. Les données sismiques, c'est pourquoi, qu'est-ce que je dois calculer la partie dynamique, ainsi de suite. Mais je vraiment en détail, ça vous allez m'expliquer. Il faut que quand je lise, c'est une partie importante. Ça, c'est pour vous. C'est un travail qui va se faire, qui va vous permettre de plonger dans l'univers professionnel à l'aise. Ça y est, parce que vous allez commencer à travailler d'ici quelques mois et la plupart d'entre vous, c'est avec ça qu'ils doivent commencer. C'est avec ces données. إلا ما فاهمين فيهم حبة تدخلوا البيرو تقعدوا هكذا تفرجوا فيهم يقول لك خصني البون فلاني تقعد باش نبدي وباش نكمل. Mais si vous allez comprendre quelles sont les données que vous avez besoin pour commencer à élaborer votre projet, ça va être très facile. En tant qu'ingénieur, vous pouvez vous imposer. Mais monsieur, vous ne m'avez pas donné les données, l'étude géotechnique. Comment je peux, moi, faire le choix de cet ouvrage? C'est un ouvrage sur web. Monsieur, il faut me donner l'étude hydrologique. Monsieur, c'est un ouvrage qui va traverser une voie ferrée. Et monsieur, il me faut l'information pour le gabarit de cet ouvrage. Et ainsi de suite. Le topographe. Monsieur, vous devez me donner le tracé en plan, le profil en long et le profil en travers. Vous me le déterminez pour que je puisse commencer à dimensionner mon ouvrage. Tu es capable de toi-même. Tu d'accord? Donc, je vous demande d'être sérieux. Je vous ai donné la chance de travailler en binôme. Essayez de me faire un travail, pas plus de 5 pages. J'ai dit pas plus de 5 pages. C'est un travail qui se fait en PDF pour éviter les problèmes. C'est le Word qui est batulé. Vous me le transmettez. S'il vous plaît, quand vous me le transmettez, vous écrivez le nom des étudiants. Exposé, par exemple, vous donnez le nom des étudiants. Par exemple, c'est l'AG plus Talib. C'est l'AG Talib. Vous écrivez comme ça. D'accord? Le nom du binôme. Maintenant, si c'est un seul étudiant, exposé, ainsi de suite. Pour que je puisse les classer, vous avez jusqu'au 18 février, c'est-à-dire qui cumulent les cours à minuit. Les gens qui me transmettent après minuit,
c'est directement un zéro. ما نحوش نفهم. ما نحوش نفهم. Les gens doivent me... Donc, vous avez la possibilité de me transmettre dès que vous avez terminé. C'est-à-dire, la semaine prochaine, les gens qui ont terminé le travail peuvent me le transmettre. ما تستناوش حتى المنوي تاع le 18. Est-ce que je me suis fait bien comprendre, s'il vous plaît? Le délégué, Monsieur Selhaji. Oui, monsieur. Pour le master géotechnique, Monsieur Belharran, s'il vous plaît, puisque Monsieur Renim est absent. Est-ce que vous avez bien compris concernant l'exposé pour transmettre l'information à votre délégué pour qu'il la transmette aux différents étudiants? Monsieur Belharran? Oui, monsieur. C'est bon? Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? De toute façon, je reste à votre disposition. Je reste toujours à votre disposition. Pour le dernier cours concernant l'équipement des ouvrages d'art. Donc, c'est un cours aussi fort intéressant. Entre-temps, si vous avez des informations, si vous avez besoin d'informations, vous pouvez m'envoyer un mail, je peux vous répondre pour votre exposé. J'insiste aussi sur autre chose. Je demande aux ingénieurs VOA, s'il vous plaît, de vous regrouper en binôme pour le PFE et M. Selhaji me envoie la liste des binômes. La liste des binômes parce que nous allons faire l'affectation des sujets. J'ai besoin des deux étudiants pour calculer peut-être la moyenne de l'affectation. On va choisir. Si ça se fait à l'amiable, c'est tant mieux. Chacun peut choisir son sujet. Il y a des sujets fort intéressants. Chacun peut choisir son sujet. Si maintenant, un sujet, on va choisir la moyenne la plus élevée. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Fox, affichez-moi les thèmes. Les thèmes, je suis maintenant à 16 sujets. À 16 sujets. Il me faut 19 sujets. Donc, il me reste encore 3 sujets. Je suis encore en train de faire des emails à mes collègues pour les solliciter de me transmettre encore 3 autres sujets. Une fois que j'aurai atteint les 19 sujets, je vais programmer, je ne sais pas, soit par Teams, soit je vais envoyer la liste aux délégués, je ne sais pas comment, je n'ai pas encore choisi la méthode, soit si l'administration me le permet, en présentiel, une heure pour vous expliquer les différentes thématiques, tout le monde sera au courant. Je ne sais pas, je vais voir avec l'administration. D'abord, il faut que je collecte les 19 thématiques. Une fois que j'ai les 19 thématiques, et une fois que j'ai la liste des binômes, c'est le VOA, je vais choisir quelle est la méthode pour pouvoir vous transférer ou là, vous transmettre l'information. C'est bon? D'accord, merci. C'est bon. Oui. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vous demande de saisir cette occasion. C'est la note, justement, finale de cette matière. C'est une matière de découverte. Cet exposé va vous permettre de connaître davantage beaucoup de choses sur les ponts, sur l'étude d'un pont, les données. Essayez de faire un travail correct. Et je vous dis bon courage et à jeudi prochain, Inch'Allah. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, monsieur Ramadan. Oui, vous m'avez demandé avec le papier. Avec le papier, je l'ai, je vous ai dit, en version papier. D'accord? Est-ce que تقدر تسكانيه وتضيف ليه؟ باش انا نحتاج غير اون سكان. بس علاش تحتاج سكان؟ ما فهمتش علاش تحتاج سكان. خاطرش انا هذا الدوسي سيستم دوسي الكترونيك زعما غير نسكانيه نديره في الاخر نضيف خاطرش ما نعرفش نديروها لك رونكونتر بيرسونيل باش ندي لهم لي دوسي. C'est-à-dire qu'il ne sera pas signé. C'est ça, il ne sera pas signé. ما عنديش une signature numérique. Il ne sera pas signé, معليش.
Monsieur, vous pouvez le signer et le scanner et lui envoyer. Oui, je peux faire ça, exactement. Nishan. D'accord, ça. C'est mieux comme ça, oui. Ouais, très bien, très bien. Oui, c'est vrai. Je peux le signer, le scanner, vous l'envoyer. Ça, je vais faire ça. Donc, je vais vous l'envoyer par mail. Je vais le signer, le scanner, vous l'envoyer. D'accord? Merci, monsieur. Merci, mademoiselle Youssef Tiani. C'est vous qui m'avez donné. Je ne sais pas, laisse-moi t'attacher. Moi, d'habitude, je le donne en version papier parce que les étudiants devaient le transmettre comme dossier en version papier. Oui, mais monsieur, mais la situation Covid, ils ne font plus la vérification du dossier. Très bien, oui. D'accord, donc pas de problème, M. Mdani. Je vais l'imprimer, le signer, vous le transmettre. D'accord, c'est bon? C'est bon, monsieur. Merci. Donc, je vous dis à bientôt et bon courage. Merci. Bon week-end. Au revoir.